c'est plaisir partagé, on parle de nos plaisirs, et là je vais vous parler du plaisir de découvrir dans un premier temps, puis de visiter de nombreuses fois un bâtiment qui est, à mon avis, très très beau et qui se trouve près du FRAC. Il s'agit des archives départementales d'Ille-et-Vilaine. C'est le bâtiment qui se trouve effectivement de l'autre côté de la prairie par rapport au FRAC, mais qui a été construit bien avant le FRAC, puisque 6 années auparavant. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de faire une approche descriptive du bâtiment, mais une description sensible, c'est-à-dire assez subjective, puis ensuite, j'irai à la recherche d'interprétation des formes que nous voyons, et enfin, eh bien, je ferai quelques références, d'abord une petite relation avec une œuvre qui appartient au FRAC, une œuvre de Marcel Dinaé, puis d'autres références à d'autres architectures qui ont un lien direct avec les points qu'on va aborder dans ce bâtiment. Alors, première chose, c'est que le bâtiment s'inscrit dans un paysage et il est le long du parc de Bourgard. À l'époque, au moment de la construction, le parc de Bourgard n'était pas encore entièrement dessiné, mais enfin, le projet était là. Donc, déjà, on voit que les architectes, qui sont Jean-Marc Ibos et Myrto Vittard, j'en parlerai tout à l'heure, ont choisi de mettre en valeur ce parc en le bordant. On voit comment le bâtiment vient border cette grande perspective, cette grande coulée que fait ce parc et qui nous donne sur le quartier de Rennes, le quartier de Maurepas. D'ailleurs, vous voyez les animaux du XXIe siècle qui ont été érigés en même temps que la construction des archives. Ensuite, vous voyez toute la longueur ici du parc et effectivement, on voit bien que les architectes sont venus border la prairie qui est la plus basse dans ce site. La volonté était donc de constituer le paysage. Et là, on voit bien avec le bâtiment du FRAC qui est venu, ensuite, je vous ai dit, 6 années après. Bon. Donc le bâtiment, voilà ce qu'il ressent. Il est dans le paysage, il vient border une grande prairie et entre la prairie et le bâtiment est venu pousser un bosquet, un riteau d'arbres assez dense, hein, peu large mais assez dense. Si vous vous approchez, alors j'étais obligé de prendre une image plus ancienne, c'est-à-dire qui est un peu avant la poussée du bosquet, ce qui nous permet de lire davantage. Si on approche du bâtiment, vous voyez qu'il y a 3 volumes qui commencent à se lire, un grand volume parallélépipédique plutôt horizontal, mais avec une verticalité certaine. À côté, un volume lui aussi parallélépipédique, mais très très plat, très horizontal, lui, et une boîte posée sur ce volume. Voilà donc aujourd'hui, hein, je reviens à des images d'aujourd'hui, ce volume, ce grand volume massif là que vous avez là, vient juste derrière ces arbres et ça crée un lien assez particulier avec ces arbres. Bon, donc, le rapport à la prairie, le rapport à le paysage, il est assez évident. Là, vous voyez les 3 volumes qui sont très clairement lisibles. Ici, c'est le rapport qu'il y a entre le volume principal que l'on voit du parc et ce bosquet. Et effectivement, vous avez une sorte de grande falaise face à ce bosquet qui nous donne tout de suite un rapport d'échelle très impressionnant, très belle falaise, très lisse, avec des parties translucides qui renvoient un petit peu les reflets du ciel et qui sont affleurantes, ce qui est assez beau. Vous remarquez qu'entre le bosquet et le bâtiment, il y a une pelouse qui fait une bande qui met en valeur cette grande verticalité et les grilles qui sont des grilles qui ont un usage par rapport aux parties qui sont en sous-sol viennent souligner ce rapport entre les deux. Alors, je reprends une photo ancienne parce que je trouve intéressant aussi de voir comment les architectes ont joué sur une différence de matériaux pour aussi souligner l'horizontale et donc accentuer ce rapport entre le terrain et sa déclivité et l'orthogonalité du bâtiment. Bon. Donc nous revenons à ce rapport entre ce bâtiment et aujourd'hui le végétal, qui est un rapport auquel on peut être très sensible, c'est-à-dire qu'il y a comme ça un contraste très fort
entre ce végétal, cette paroi qui est presque vertigineuse et qui est très belle au niveau des matériaux. Si vous continuez à tourner autour du bâtiment, donc là, on longe ce grand bâtiment avec son grand pignon, eh bien, vous voyez le bâtiment horizontal, le volume horizontal, qui lui, se distingue du précédent par un renfoncement de façon à ce qu'il y ait une très claire lisibilité de l'articulation entre les volumes. Donc, et là, encore une paroi relativement lisse, c'est un bardage ondulé qui est très beau, avec une alternance de parties translucides, et dessus la boîte. Et la boîte, elle, est vraiment posée sur cette grande partie horizontale, et posée, là encore, avec un petit espacement, avec un petit débordement pour toujours marquer le jeu des volumes. Cette boîte, on remarque qu'elle est presque entièrement enveloppée d'une résille métallique noire. J'en parlerai tout à l'heure. En revanche, ce que l'on voit concernant le grand bâtiment du fond qui était le long de la prairie, eh bien, c'est que cette face-là est une face entièrement vitrée avec une épaisseur. On devine qu'il y a derrière un mur, mais qui est relativement éloigné. En fait, ce sont des coursives où sont les magasins. Bon. Si maintenant nous abordons ce bâtiment par les transports en commun ou par la voirie naturelle, c'est-à-dire le transport en commun, c'est le bus et l'arrêt préfecture. Eh bien, ce que l'on voit d'abord, c'est un grand parvis qui est fait de macadam et surtout d'îlots de verdure, d'îlots circulaires d'ailleurs de verdure, qui sont un petit peu des monticules, sur lesquels vous trouvez des arbres beaucoup plus anciens que la construction, essentiellement des chênes et des châtaigniers. Et c'est à travers le feuillage de ces arbres que l'on voit toute l'étendue du bâtiment et que l'on devine par ces deux petits paquets de grappes rouges l'entrée du bâtiment. Et là, vous voyez bien cet écart, cette différence entre l'horizontalité du parvis, ce jeu avec toute la végétation qui est très présente, la première, on pourrait presque dire palissade noire, et derrière cette grande surface vitrée très horizontale, ce grand bandeau vitré. Donc, vous pouvez vous approcher de l'entrée et là, vous avez toujours les arbres. Donc, je vous ai dit, l'interprétation, on la fera plus tard. Ici, nous avons une vue beaucoup plus large sur le développé de cette vitrine, pourrait-on dire. J'ai pris à une autre saison parce que de façon à ce que le feuillage ne masque pas. Et là, on voit bien le jeu entre les trois volumes, dont ce grand volume qui présente sa paroi vitrée. À différentes saisons, on a des visions très, très variées. Et là, vous voyez comment, derrière cette paroi vitrée, on peut lire un très, très grand texte, très, très haut, archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Donc, voici archives départementales. Voici la partie qui est sur le côté, qui est un parking, lui aussi noir et rouge, comme les lettres, c'est-à-dire qu'il y a un rapport immédiat entre le rouge du parking horizontal et la verticalité des grands lettrages rouges. Voilà. Donc ça, c'est l'approche extérieure. Si vous pénétrez à l'intérieur du bâtiment, donc par ces entrées, de très lourdes portes, très grandes portes, eh bien, vous abordez, si on voit suffisamment d'image, vous entrez dans une partie, qui est vraiment l'entrée, qui est prise entre deux surfaces noires, le sol fait en béton très sombre, très beau béton, brillant, et un plafond en résine métallique sombre aussi. En revanche, de l'autre côté de cette entrée, eh bien, il y a un appel de lumière, c'est-à-dire que vous êtes entre deux grandes percées de lumière, la percée qui donne sur le parvis qu'on vient de voir, et la percée qui est de l'autre côté et qui donne sur les salles de lecture. Donc, voici l'autre point de vue de cette entrée, avec la salle de lecture, cette fois-ci à gauche. Et dans l'entrée, vous avez ces grands coffres qui correspondent en fait à la boutique de l'ensemble. Derrière cette grande paroi vitrée
se trouvent les salles de lecture, très lumineuses. On voit un éclairage zénithal complet, très lumineuse, et c'est là que se trouvent toutes les tables et essentiellement les ordinateurs sur lesquels on va consulter les documents qui ont été pris dans les archives. En continuant le parcours dans le bâtiment, on pénètre dans les parties opaques qui sont faites d'un béton brut, donc il y a l'idée encore d'une certaine à la fois précision mais dans une vérité du matériau, un béton brut qui est très beau, hein, là encore, dans lequel on voit d'ailleurs les traces de fabrication, c'est-à-dire que vous avez les traces des banches, c'est-à-dire ces plaques de métal entre lesquelles sont coulés le béton, et les trous des banches, et vous avez au sol, eh bien, le même béton très travaillé, très lissé, et en haut, un plafond en caisson très travaillé aussi. D'ailleurs, ce bâtiment a été assez célèbre pour l'exigence et la méticulosité qu'ont eu les architectes qui ont fait refaire des choses qui n'allaient pas et qui ont été extrêmement pointilleux sur le résultat. Donc voilà à la fois une vérité d'un matériau extrêmement simple, extrêmement sobre, mais une très grande précision dans sa mise en œuvre. Voilà donc les plafonds. Voici les rapports, les joints au sol, et l'ouverture sur des cours intérieurs. Ça, c'est la grande surprise quand on pénètre dans le bâtiment. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de cours intérieurs, hein, et vous tournez autour de ces cours. On peut descendre dans un sous-sol et là, vous avez l'auditorium, qui est une partie qui, elle aussi, est ouverte sur ces cours intérieurs et qui est une partie, là encore, faite de matériaux bruts, mais dans lequel la couleur joue un grand rôle. Il y a tout un jeu comme un nuancier des couleurs qui amène dans ce monde un peu gris des matériaux que sont le béton et le métal, qui amène toutes ces nuances chromatiques très séduisantes. Bon. Et donc, vous avez des salles de réunion, vous avez et toujours ces cours qui viennent éclairer toute cette partie qui est dans le grand volume horizontal dont on voyait seulement la périphérie. Donc voilà ici ces cours, des cours très ouvertes, en fait il y en a 6 cours comme ça, des cours très lumineuses, faites de verre essentiellement, et là, eh bien, on a toute la frontalité du bâtiment que vous voyez tout à l'heure, c'est-à-dire le volume principal dans lequel sont les magasins des archives. On devine des coursives d'ailleurs pour y aller. Tout à l'heure, j'en parlerai davantage. Les cours sont très diverses par les végétations qui sont plantées. Chaque cours a son végétal, par aussi sa profondeur. Certaines cours sont au niveau du rez-de-chaussée, d'autres sont à R-1. Et ici, vous avez toujours ce rapport à ce front de verre, hein, qui correspond au bâtiment principal. Déjà, on peut voir qu'il y a une très grande ouverture par un regard qui ne trouve pas de limite dans toute la partie intérieure. J'y reviendrai tout à l'heure. Voici ces cours qui changent en fonction des époques, et le regard peut traverser les parties couvertes et les cours, hein, presque sans fin, peuvent aussi plonger, peuvent aussi voir ce qui se trouve au-dessus. Donc ça, c'est toute la partie très séduisante de l'intérieur du bâtiment, qui est vraiment une surprise par rapport à la partie très opaque qu'on a à l'extérieur. Voilà comment on peut voir ce qui se passe là-haut dans tout ce bâtiment. Donc, un univers de verre, de reflets, de lumière, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, dans le bâtiment vertical, et on en reparlait tout à l'heure, mais ce sont les magasins qui sont là, et bien voici les coursives qui sont justement dans l'épaisseur entre la paroi de verre et la paroi de béton, paroi de béton qui est parfois recouverte de métal où il y a des parties ouvrantes, sur lesquelles sont inscrits les très grands textes rouges. Une fois cette petite lecture rapide, je vous propose une interprétation des formes que l'on voit. Donc, voici donc le bâtiment à une autre saison,
pour mieux voir les trois parties, le grand parvis, les trois parties, et le rapport entre cette partie très noire et cette partie, au contraire, faite de vert, dans lequel le ciel se reflète et qui est quasiment dématérialisé à certains moments de la journée. Alors, premier thème, vous avez 3 volumes dans le bâtiment. 3 volumes et en fait 2 volumes principaux qui correspondent aux 2 fonctions des archives. C'est-à-dire d'abord archiver, donc renfermer, protéger toutes les archives. Ce sont des archives en fait de toutes les administrations, mais pas seulement. Donc c'est toute une histoire du département qui se retrouve là, donc toutes les administrations, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi des archives de particuliers, il y a des archives d'écrivains, d'artistes, de graphistes. Donc, toutes les administrations sont tenues de déposer ces archives, mais il peut y avoir aussi des dons qui sont faits assez spontanément. Bon. Donc, ça, cette partie archivage, cette partie protection de tous ces documents se fait dans le grand volume le plus vertical qui était le long du parc. L'autre aspect, alors ça, il s'agit de protéger. Il s'agit de protéger. Il y a tout un parcours des documents qui suivent tout un ensemble de processus de restauration, de classement, etc., afin d'être effectivement mis dans des situations, d'être préservés le plus longtemps possible. Bon. Donc, dans ce bâtiment-là, ce sont les magasins. L'autre bâtiment ici, c'est le bâtiment qui est ouvert au public. C'est-à-dire que le bâtiment a aussi comme vocation d'accueillir du public, de présenter des expositions, de faire des ateliers. Et le bâtiment, en fait, n'est pas constitué que des archives, puisqu'il a 6 services qui sont depuis peu appelés l'ensemble direction de la culture et des archives. Il y a 4 services qui sont liés directement aux archives, c'est-à-dire les services liés au public, les services qui sont liés aux archives historiques, et les services qui sont liés aux archives contemporaines, qui ont des actions envers les administrations pour justement récupérer toutes leurs archives. Et enfin, tout le service qui s'occupe de la gestion des ressources humaines et des ressources aussi logistiques du bâtiment. Mais à côté de ça, vous avez le service culturel du département qui a sa direction ici, donc c'est complètement indépendant des archives, mais c'est un service qui s'adresse lui aussi au public. Et enfin, vous avez le service commun des médiathèques du département qui se trouve ici. Bon, donc, toute la partie publique se trouve dans cette grande partie horizontale. Et enfin, la dernière petite boîte, beaucoup plus discrète, eh bien, c'est le logement de fonction, parce que sur ce type de bâtiment, il faut toujours quelqu'un qui soit sur place, donc c'est le logement du directeur. Alors voilà l'articulation entre les 3 volumes, on a vu tout à l'heure qu'ils sont très visibles, et effectivement, vous avez la volonté des architectes de bien dissocier les 2 fonctions principales qui sont d'abord une boîte hermétique, protectrice, et de l'autre côté, au contraire, un espace complètement ouvert au public. Et voici la boîte de logement du directeur. On voit ici un peu mieux la trame. Bon. Vu de dessus, on comprend mieux la disposition des cours, c'est-à-dire qu'au milieu, vous avez la très grande salle de lecture avec son éclairage zénital, de part et d'autre, vous avez une cour, puis ensuite, vous avez 2 autres cours, et là, vous comprenez mieux l'articulation entre les volumes. Étonnamment, les architectes ont mis la partie publique dans l'espace le plus discret et la partie hermétique, la partie protectrice, dans l'espace le plus visible, et c'est cette partie-là à laquelle ils ont donné une transparence. Là, on comprend mieux le plan, le grand volume qui est le long du parc et le grand volume horizontal avec ses 6 cours. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, ce qui est un peu le silo, qui est un petit peu la boîte hermétique, eh bien, c'est celle aussi qui se dématérialise par ce verre que vous avez là. Donc là, ce sont les coursives qui distribuent les magasins. Cette partie-là est une partie qui est fermée au public. C'est vraiment une partie hermétique. Elle est fermée, sauf à l'occasion des portes ouvertes.
En revanche, les architectes, voici donc les magasins, pardon, les magasins, donc vous avez soit des magasins comme ça avec des rayonnages fixes, soit des magasins très denses avec des rayonnages mobiles qui permettent de classer beaucoup plus de documents puisqu'on les fait bouger afin de pouvoir accéder entre deux rayonnages pour aborder les archives qui nous intéressent. Bon. Alors, les architectes, voilà ce que je voulais vous dire, étonnamment, ont créé un lien permanent entre l'espace public et l'espace de stockage. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'espace public, vous avez en spectacle les coursives et donc le mouvement des archives qui vont dans les magasins, qui sortent dans les magasins, les chariots qui circulent là. Donc il y a une mise en spectacle de ce mouvement qui est permanent. Inversement, quand vous êtes dans les coursives, eh bien, vous avez une vue sur les différentes salles qui occupent cette partie ouverte au public. À l'intérieur à l'entrée, tout à l'heure vous l'avez peut-être remarqué, se trouvent des consignes. Bon. Et là, c'est le moyen qu'ont trouvé les architectes pour montrer le fonctionnement des magasins à rayonnage mobile. C'est-à-dire que là, ces consignes fonctionnent sur le même système. Vous avez un volant que vous faites tourner qui permet au rayonnage de bouger et de faire que l'espacement qui permet d'accéder peut se déplacer d'un côté ou de l'autre. Vous comprenez bien qu'avec ce système-là, on arrive à une optimisation de remplissage des magasins. Le programme prévoyait 50 km de rayonnage, plus 24 kilomètres de possibilités d'agrandissement pour les archives à venir. Bon. Donc là, vous savez, vous imaginez, quand on pense qu'on peut mettre 10 boîtes par mètre, vous imaginez le nombre d'archives qui sont contenues. Donc voilà le principe qui nous est montré ici en entrée, qui est assez ludique, mais qui est en fait la révélation du fonctionnement à l'intérieur des magasins. Revenons à cette façade et à la lisibilité de tout ce qui se passe, de tous les mouvements des archives sur les coursives qui rentrent, qui sortent des magasins, alors que le public n'y a pas accès, donc une lisibilité permanente, et puis ce texte-là qui est derrière, qui transparaît. Voici, qui transparaît. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un phénomène à la fois de transparence, vous lisez le texte, et à la fois de réverbération. Vous avez les nuages, le ciel, les arbres, c'est-à-dire le même type de phénomène que vous pouvez avoir devant une vitrine, où à la fois vous avez ce qui est derrière la vitrine et ce qui est devant la vitrine qui se reflète surtout les jours de soleil. Et la nuit, ce côté vitrine est encore plus spectaculaire puisque les lettres éclairées deviennent extrêmement lisibles. Voilà, et ça devient quasiment presque une enseigne. Donc là, on voit un parti pris très fort de faire un appel vers le public, et d'ailleurs, cette façade est orientée vers la ville. C'est-à-dire qu'à la manière d'une vitrine ou d'une enseigne, eh bien, il y a une invitation au public, une invitation à venir dans ce bâtiment. En plus, le bâtiment s'affiche vraiment dans ce qu'il est, puisque les lettres archives départementales sont extrêmement lisibles. Bon. Parfois, ce n'est éclairé qu'en partie, et vous avez une animation comme ça qui est assez intéressante. Donc, première chose qui est intéressante, c'est de voir ce jeu entre la partie fermée et la partie publique, et la manière dont c'est la partie fermée qui assume le rôle d'attirer le public et de se tourner vers la ville. Deuxième aspect que je voudrais voir, c'est la manière dont sont traités l'espace et le temps. Donc on a vu ceci, effectivement, l'espace, il est bordé, il est mis en valeur, le parc de Bourgard est mis en valeur par le bord que les archives viennent créer. Les FRAC qui viendra, je vous ai dit, 6 ans après, complétera cette bordure, plus la végétation, plus d'autres éléments. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une vision
une vision d'un côté, en haut du parc, vous avez une vision sur la maison la plus ancienne, dans laquelle il y a d'ailleurs le cercle d'astronomie, et de l'autre côté, une vue sur la ville moderne, la ville du XXe siècle. Donc on a comme ça ce rapport entre deux époques éloignées qui est mis en perspective dans le parc. Bon. Si vous pénétrez à l'intérieur du bâtiment, ce rapport au temps, cette mise en scène du temps, elle est très présente. Alors d'abord, dans les apports, vous avez ces grands chênes qui sont les restes d'une allée bocagère, c'est-à-dire que vous avez une mémoire de ce qu'était le quartier auparavant, un bocage, une ruralité. Et puis, vous avez aussi la manière dont cette végétation va suivre le cycle des saisons, donc une haute temporalité en fonction des saisons. Vous avez quelque chose de très diversifié, avec parfois des fleurs qui apparaissent. Voilà, c'est-à-dire des événements qui apparaissent à différentes époques. À l'intérieur, même chose, c'est-à-dire que les cours, toutes les cours ont du végétal et le feuillage des végétales est démultiplié par tous les verrières qui y sont, ce qui vous donne comme ça un spectacle permanent de l'évolution des saisons à l'intérieur des cours. Voilà. Mais enfin, et le plus important, là j'ai repris une phrase prononcée par Myrto Vitar dans une petite vidéo qui se trouve sur YouTube, où elle parle des archives comme étant la comptabilité du temps passé. Et le parti pris que l'on voit ici de jouer sur le thème du rayonnage, de la répétition, va être permanent. C'est-à-dire que tout le bâtiment est dessiné avec une trame omniprésente, quel que soit l'endroit où on se trouve, et qui renvoie justement à cet archivage, et en même temps qui apparaît un peu comme une portée qui renvoie au mouvement qui se trouve dans cette trame, c'est-à-dire à ce déroulé temporel. Donc, vous voyez, la trame, elle est partout, avec la présence de ce rythme régulier qui construit complètement l'espace visuel du bâtiment. Même de l'intérieur des salles, vous avez toujours cette trame très présente, y compris avec les ombres qu'elle projette à l'intérieur, y compris dans les coursives, et y compris dans la mise en œuvre du béton. Car ici, vous n'êtes pas dans des banches standards, mais vous êtes sur des banches qui reprennent la trame. C'est-à-dire qu'à tout moment, eh bien, il y a un rappel de cette mesure dans l'espace, qui est une sorte de dialogue avec la mesure du temps. Vous voyez d'ailleurs un miroir, là, ici, qui augmente la longueur de cette partie-là. Même chose pour le bardage extérieur, cette trame continue, et là, vous avez le spectacle. Donc ça, c'est cette volonté de vraiment mettre en scène cette idée de mouvement dans l'espace, cette idée de temps, mais cette idée de temps aussi équivalente des rayonnages qui sont les éléments de stockage de toutes les boîtes archives, qui sont les éléments de stockage de tout ce qui nous provient du passé. Bon. Autre chose intéressante dans le même esprit, c'est qu'il n'y a pas que le passé, je reviens sur une image ancienne là, mais le futur aussi est pris en charge. L'idée était, ou plutôt le programme, était de faire une possibilité d'extension afin d'accueillir les archives à venir. Et là, toutes ces parties translucides qui sont affleurantes dans cette grande surface, eh bien, ce sont les magasins vides. C'est-à-dire que les architectes ont opté pour une intégration de cette extension dans l'existant.
Et ces magasins vides sont tous vides à l'intérieur, colorés de couleurs différentes, ce qui fait que la nuit, c'est très beau. Et d'ailleurs, ces magasins, depuis 2006, où a été livré le bâtiment, se sont remplis. À l'époque, il y avait 8 magasins. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5. Et les autres se sont fermés. Donc, effectivement, ça correspond à une évolution du temps et il y a toujours cette possibilité d'accueil d'un futur. Je vous ai dit 50 km livrés, plus 24 km à venir. Et la nuit, eh bien, comme des lucioles, ça je reprends le terme de Myrto Vitar à nouveau, eh bien, ces magasins éclairés viennent marquer ces vides, ça devient un élément esthétique. D'ailleurs, vous avez une rouge ici, donc ça c'était une photo assez ancienne. Depuis, il n'y a plus que 5 magasins. Voilà. Et enfin, le dernier thème que je voudrais développer, eh bien, c'est le contraste entre la boîte, une sorte de presque de conteneur, de silo, mais très précieux, très beau, hein, cette pureté volumétrique, cette beauté des bardages, hein, cette précision dans le détail, hein, ces éléments affleurants par exemple, hein, tout ça étant de l'ordre du coffre, de la boîte, donc l'idée effectivement de protection, d'enfermement, mais de boîtes très très précieuses, la qualité hein, des bardages, qui sont toujours très beaux aujourd'hui, hein, c'est-à-dire 14 ans après, qui sont toujours très beaux. C'est en rapport avec le végétal, je disais, avec différentes variations d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que vous avez de la tôle perforée, vous avez du vitrage, vous avez des tôles opaques, voilà. Et à l'opposé, donc quelque chose qui est de l'ordre de l'enclos, hein, et à l'opposé à l'intérieur, un univers visuel qui ne trouve pas ses limites, un univers fait de transparence, de reflets, vous voyez, la profondeur que ça peut prendre, de reflets, de démultiplication où on ne sait plus ce qui est devant, ce qui est derrière, et où toutes les images vont se démultiplier. Vous avez le ciel qui vient aussi se refléter. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant comme rapport entre les deux fonctions du bâtiment, c'est-à-dire la conservation, la protection, mais c'est aussi un lieu où on va venir découvrir les archives. Et là, ça devient un monde sans fin, c'est-à-dire que quand vous commencez à chercher dans les archives du passé, eh bien, vous trouvez toujours autre chose. Vous arrivez dans un univers sans fin. Et c'est ce paradoxe entre cette boîte close et cet univers sans fin qui se trouve à l'intérieur que je trouve très intéressant dans l'expression de ce qu'est ce bâtiment. Un lieu où on va pénétrer dans un univers où la temporalité n'existe plus, où il n'y a plus de limites. Et là, l'espace, les limites de l'espace n'existent plus. Vous voyez, c'est très belles images qu'on peut voir à différents moments. Bon. Donc, j'avais dit que je ferais une petite référence à une œuvre du FRAC. Parce que quand j'ai vu cette œuvre de Marcel Dinaé, en fait, vous devez le savoir, il s'agit d'un ensemble de 10 portraits vidéo. Hein, donc, ce sont des danseurs qui étaient immergés dans une piscine et qui sont filmés pendant 1 minute. Hein, et eux ne bougent pas. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'abord, vous avez une trame, la trame du carrelage, très frontale, et vous avez ces visages. Hein, et en dessous, eh bien, vous avez cette eau. Et là, quelque chose qui bouge en permanence, quelque chose qui n'a plus de limite, où on confond ce qui est le reflet et ce qu'on voit en transparence. C'est-à-dire que là encore, l'artiste Marcel Dinaé, lui, a joué ce dialogue entre cette frontalité quasi immobile et au contraire ce monde mouvant, attirant, hein, comme une piscine, ou au contraire angoissant pour certains, c'est-à-dire ce monde un petit peu inconnu et qui se trouve dans le parc. Alors voilà donc une vue totale de l'installation. Hein, vous avez comme ça, comme il s'agit de vidéo, et bien vous avez ce mouvement en bas. Bon, je vais très vite. Autre référence que je voulais montrer, il ne me reste plus que 5 minutes. Autre référence,
Alors, concernant les archives, je voulais vous montrer un parti pris très différent. Ce sont les archives contemporaines de Fontainebleau, qui datent de la même époque. Elles ont été construites en 2007, donc de la même époque, à un an près, les archives de Rennes. L'agence, c'est Ammonique et Masson. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont intégré le bâtiment dans la forêt en faisant un bardage un peu particulier qui est obtenu par une superposition de couches légèrement désorientée qui fait que quand vous bougez, ça crée un miroitement, un peu comme le mouvement des feuilles quand le vent prend dedans. C'est-à-dire qu'ils ont joué le côté caméléon, en jouant d'une manière très subtile ce qui est une composante de la forêt. À l'intérieur, vous avez un univers, lui, au contraire, très, très franc dans ses couleurs et ses formes. Bon. Voilà donc l'ensemble du bâtiment. Et voilà donc une vision rapprochée de la peau du bâtiment. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, d'un côté, Ibos et Vittard ont joué sur la peau, mais d'une toute autre manière que Ammonique et Masson, qui jouent sur la vibration de la peau. Bon. Cette histoire de peau nous renvoie au bâtiment qui est juste à côté des archives, qui est la Chambre régionale des comptes de Bretagne, qui a aussi une partie de stockage, puisque les comptes des administrations se trouvent ici. Et là, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est un bâtiment qui n'a pas de peau. On voit le squelette, on voit les viscères, on voit comment on a des partis pris qui sont radicalement opposés. Parce que ça donne un très beau bâtiment également. Bon. Alors, voici donc Myrto, Vittard, Debout et Jean-Marc Ibos, qui ont travaillé une époque avec Jean Nouvel, qui ont d'ailleurs créé l'agence avec Balmont et Jean Nouvel, puis qui ont pris leur autonomie en 1990, et ça me permet d'annoncer les autres références. Myrto Vittard a créé à Saint-Herblain, en 88, elle était encore chez Jean Nouvel, d'ailleurs c'est co-signé Jean Nouvel, le centre culturel L'Onyx. À l'époque, c'était perdu sur un très grand parking, avec d'un côté la campagne et de l'autre côté, eh bien, des bâtiments commerciaux et industriels commerciaux et des hangars commerciaux qui commençaient à se créer. Aujourd'hui, eh bien, les hangars commerciaux sont beaucoup plus nombreux. Vous avez Ikea, vous avez Decathlon, etc. Et la grande originalité, c'est dans ce parking, par opposition aux hangars commerciaux, eh bien, de faire un volume extrêmement pur. Donc, Myrto Vittard a fait un quasi-cube extrêmement pur. Alors là, vous avez une photo d'un photographe d'architecture qui s'appelle Thierry Gravoil, et qui montre que Myrto Vittard, à l'époque, avait utilisé une résille métallique noire qui couvrait entièrement son bâtiment, parce que derrière, vous avez un bâtiment en béton avec des ouvertures, des fenêtres, tout ça, de façon à accentuer la volumétrie, à mettre en valeur la volumétrie épurée du bâtiment. Autre référence, mais ça je vous l'ai montré déjà, il s'agit, lors d'une précédente conférence, il s'agit du musée des Beaux-Arts de Lille, où, alors là, Jean-Marc Ibos et Myrto Vittard, c'est là qu'ils ont un peu commencé leur carrière autonome en gagnant ce concours, où ils ont eu la très très belle idée pour l'extension de ce musée de la fin du 19e, de faire un parallélépipède rectangle écarté du bâtiment et de traiter le sous-sol et ce parallélépipède rectangle, et ce parallélépipède rectangle, de le traiter avec, là encore, une double paroi, une paroi de verre et une paroi de béton avec des coursives extérieures. Donc on retrouve dans les archives départementales le même jeu qu'à Lille, sachant que Lille a été réalisé en 1997, donc avant. Et la belle idée de cela était je vous l'ai déjà montré, de créer un verre à la fois transparent et réfléchissant qui nous permet de voir à la fois, comme dans une vitrine d'un magasin, quand on se met devant
pour cacher du soleil, pour voir ce qu'il y a derrière, qui permet de voir derrière et en même temps, là où la silhouette n'est pas, de voir le ciel, c'est-à-dire de jouer sur cette ambivalence entre la réverbération du ciel et la transparence qui nous permet de voir ce qu'il y a derrière. Et derrière, vous avez des coursives qui sont peintes en rouge avec des grands rectangles de doré et qui font directement référence à l'archétype muséal classique, le rouge et le doré. Voilà ce que ça donne la nuit. Le bâtiment se fait complètement oublier. Et là, vous voyez les petits rectangles sérigraphiés derrière un verre clair, mais des petits rectangles de miroir qui permettent d'avoir non pas un verre intermédiaire, semi-réfléchissant, mais un verre à la fois réfléchissant et transparent. Voilà ce que ça donne, qui fait quelque chose de très beau. Très vite aussi, ils ont travaillé chez Jean Nouvel, je vous ai dit. Jean Nouvel, depuis, a créé ce Palais de Justice, et dans lequel, à Nantes, on aura peut-être la chance d'aller voir. Et là encore, je trouve ça intéressant, c'est la manière dont il joue aussi sur une forme de dématérialisation par réverbération à l'intérieur du bâtiment. Bon. Autre bâtiment de Jean Nouvel, je t'ai passé là de 2 minutes, c'est la Fondation Cartier, qu'on connaît bien, où là encore, vous avez ce jeu aussi de dématérialisation où vous ne savez plus ce qui est devant, ce qui est derrière, un jeu entre le reflet et la transparence qui fait toute la richesse de ce bâtiment, et là encore avec une très grande importance de l'intégration du végétal. Bon. Et enfin, la dernière référence que je voulais vous montrer, c'était la médiathèque de Rezé, peut-être qu'on ira voir également, qui a été faite à partir d'une ancienne église des années 60, dont le toit s'était effondré. L'architecte, qui est Massimiliano Fuxas, a conservé entièrement le bâtiment en béton, il a rajouté un espace d'exposition, et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, eh bien, il a recouvert les parois de matériaux réfléchissants qu'il a doublés de vitrage, et toutes les compartimentages sont faits en vitrage. Là-dedans, il a joué sur un éclairage à la fois zénithage et un éclairage artificiel, ce qui fait qu'à l'intérieur de la boîte très hermétique que vous voyez tout à l'heure, eh bien là, vous avez là encore une sorte de monde sans fin, très lumineux, qui joue sur tous les effets visuels que permettent les reflets sur le vitrage. Donc ça, je trouve que c'est assez proche de ce qu'on vient de voir. Voilà. Donc, j'en ai terminé et je vous remercie. Ok, on va rallumer les micros pour tous ceux qui souhaitent éventuellement poser des questions. Voilà, les micros peuvent être réactivés, si vous m'entendez. Voilà. Merci Didier, hein, toujours très intéressant d'approfondir comme ça une architecture d'un bâtiment qu'on voit un petit peu de loin. Moi, je connaissais déjà des petites choses, mais on découvre toujours vraiment toute la réflexion quoi, des architectes pour faire le lien entre l'usage effectivement et l'esthétique de ce bâtiment. Moi, je trouve ça superbe, effectivement. Prends ton choix. Didier, moi j'ai une petite question par rapport au début de ton exposé. En fait, qu'est-ce qu'il y avait autour et comment ça s'est articulé d'un point de vue plus organisation au-delà du bâtiment lui-même et de l'espace dans lequel il s'est inscrit tel que tu nous l'as décrit. On savait que ça allait s'urbaniser tout autour et donc qu'est-ce qu'il y avait comme plan global ou comme contrainte globale au moment où ce bâtiment, qui était un des premiers dans le coin, a été érigé? Le parc était dessiné, mais il n'était pas encore réalisé. Ce qui existait, c'était la préfecture qu'on connaît, le bâtiment de Christian Auvette, la chambre régionale des comptes de Bretagne, là, qui est un très très beau bâtiment. L'école de commerce était aussi là. Et puis c'est tout, c'est-à-dire les premières constructions de logements, mais nous sommes vraiment au moment où
le parc se met en place. Alors, les logements, il y avait toute la première tranche de Bourgard qui était réalisée. Je vous dis, les archives se sont construites en même temps qu'ont été érigés les alignements d'Aurélie Nemours. Donc, les architectes connaissaient le projet et ils ont voulu renforcer, participer donc comment dire, au paysage du parc, hein, en marquant les bordures, puisqu'on sait que c'est un parc qui est très allongé et qui est bâti de chaque côté, c'est-à-dire c'est un quartier qui s'articule autour d'un parc en bande et en forte déclivité. Donc ils connaissaient le projet, mais ça n'était pas fait. Didier, merci pour cette passionnante exposé. J'aime bien ta lecture de ce bâtiment des archives où j'ai travaillé diverses reprises. Est-ce que on sait si cette conception est aussi fonctionnelle pour les gens qui y travaillent? Est-ce que c'est une question que l'on se pose ou que l'on a le droit de se poser? On se la pose rarement en général. C'est-à-dire que je ne connais pas beaucoup de bâtiments dans leur intimité, mais je crois que je ne connais pas un seul bâtiment où les usagers sont satisfaits de l'usage qu'ils en font. Et là, j'ai entendu des critiques également. Oui. Mais ceci dit, j'ai entendu aussi de la part d'un des responsables, peut-être aussi, hein, j'ai aussi entendu une manière de reconnaître le bon fonctionnement de ce rapport entre la circulation des archives et cette mise en spectacle de cette circulation des archives. Mais après, pour les fonctionnements, effectivement, il y a tous les problèmes qui sont liés à une sorte de standardisation de la mesure, ce qui sont liés aussi au vitrage, avec tout ce ça peut apporter, surtout dans les périodes chaudes comme aujourd'hui. Et puis, il y a des tout petits problèmes techniques. Le fait d'avoir fait de très beaux plafonds fait que dans certains couloirs, par exemple, on n'a pas un plafond technique, c'est un plancher technique, hein, de façon à dégager ce très beau plafond. C'est-à-dire qu'il y a une certaine préciosité dans l'élaboration, dans l'exécution. Les architectes ont été très pointilleux et c'est un bâtiment qui est très remarquable parce qu'il est très beau. Alors, fonctionnel, il faut demander aux usagers. Oui, c'est ça. Hein. Hein. Les usagers, je ne sais pas, enfin, moi, quand j'y ai travaillé, j'ai été très séduit par le fonctionnement et le service. Oui. Remarquable. Maintenant, c'est beaucoup plus l'adéquation, si tu veux, entre les fonctions des personnels liées à ce bâtiment qui, en effet, contribue un petit peu à faire perdre des repères avec ses jeux de miroirs, avec ses réverbérations, etc. C'est évidemment un très bel objet, que je trouve pour ma part assez admirable. Mais maintenant, voilà, je me dis, est-ce que comment dire, le beau concept au départ et sa réalisation, est-ce que le bâtiment est satisfaisant, enfin, je veux dire, apporte toutes les satisfactions qu'on est en droit d'attendre d'un tel bâtiment d'archives? Alors, je ne pourrais pas répondre. La seule chose que je peux dire, c'est que le problème, c'est que les fonctions changent. Hein, c'est-à-dire que l'action culturelle, les médiathèques ce sont des fonctions qui ne sont pas seulement de l'archivage. Mais surtout l'archivage, il y a quelque chose qui change, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'archives rendent déjà numérisées et surtout, la diffusion ne fait plus, on n'a plus un tel besoin de lecture des documents puisque la plupart des gens qui consultent les archives, je n'ai plus en tête les proportions, mais c'est une très très grosse proportion, consultent en ligne. Donc, dans une phase de numérisation qui fait que ce n'est plus du tout les documents papier qui circulent tels que le bâtiment a été prévu. Oui, d'accord. Et Didier? Bien. Oui, Didier? Oui. Tu m'entends? Oui, j'entends. Oui. Oui, je voulais savoir une question un peu dans le même esprit. Ce bâtiment a été construit en 2006, ça veut dire qu'on parlait déjà des problèmes énergétiques. Est-ce que tu sais s'il intègre
un certain nombre de concepts à ce niveau-là, ou si c'est comme niveau finalité une page blanche. J'avoue que je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je crains que ce soit une page blanche. Je n'en sais rien. Le rôle de protection des archives, il est sûrement là, mais je ne sais pas si c'est dans une idée durable. Je sais que les magasins, par exemple, les types de magasins, les magasins et les magasins, je sais qu'il est beaucoup plus facile de conserver les documents dans des magasins fixes. Il y a beaucoup plus d'air circulant. Didier, oui. Didier, merci pour ton invitation, car c'est la première fois que j'assiste à tes conférences. Et ce bâtiment, c'est un bâtiment dans lequel j'ai assisté à beaucoup de réunions dans ma vie professionnelle. Et maintenant, je regrette de ne plus être en activité pour aller le voir de plus près. Tu m'as ouvert les yeux sur pas mal d'aspects. Je l'aimais déjà beaucoup. J'y allais avec plaisir en réunion, mais alors là, vraiment, je découvre tous ces aspects et vraiment, la description que tu en as fait, c'est vraiment… Ça donne envie pour moi d'y retourner. Et donc, je n'ai pas de questions, mais je retournerai flâner autour de ce bâtiment et chercher à retrouver tous les éléments et tous les détails que tu nous as donnés. Merci beaucoup. Ben, merci.